Donc bonjour YouTube pour cette analyse de la rencontre entre Marseille et la JOCR. Gros revers évidemment de l'Olympique de Marseille qui a beaucoup de mal à domicile cette saison, c'est confirmé par cette défaite. 3-0 à la mi-temps, on va se focaliser, je me suis focalisé sur ce qui s'est passé en première mi-temps évidemment. À la base je voulais la couper en 3 parties, finalement les 2 premières parties vont être très courtes et la 3e partie sera beaucoup plus longue. Comme vous pouvez vous y attendre, parce qu'on va s'attarder surtout sur ce qu'a fait Marseille, ou ce que n'a pas fait Marseille en possession du ballon. Voilà le dernier thème qu'on va évoquer, mais les 2 premiers, on va les faire rapidement. C'est comment Auxerre s'est sorti du pressing marseillais, comment Auxerre a trouvé des bonnes zones à attaquer face à l'OM. Et ça, on va le faire tout de suite, parce que j'ai quelques screens qui vont dans ce sens-là. Et voilà, la première séquence du match. Donc là, on va s'intéresser à ce qu'a fait Auxerre avec le ballon. Ils n'ont pas eu beaucoup le ballon, les Auxerrois, mais ils ont su exploiter des bonnes zones, et une zone très simple, mais qu'ils ont recherché toujours de manière quasi automatique. L'objectif des Auxerrois dans le match, c'était de réussir à passer dans le dos de Jonathan Rowe et à trouver ici ce type de passe-là, c'est-à-dire soit du central vers le piston, puisqu'ensuite un peu plus haut, vous aviez Perrin qui était là pour fixer le latéral marseillais. Et bon, c'est un grand classique, hein, mais quand vous avez une défense à 3 avec des pistons, vos pistons, ils vont s'intercaler un cran plus haut, ici, et généralement, vous avez de l'espace à exploiter. Et l'idée, c'est de réussir à passer dans le dos, soit de Rowe, soit de Greenwood. Donc là, sur cette première séquence, vous voyez très bien la passe qui a été réalisée, c'est celle-là. Ensuite, on a d'autres séquences, ensuite, où là, on est à l'opposé, avec un coup franc qui se joue en bas, et on va renverser directement vers le piston qui est très haut et qui est à hauteur de la ligne offensive de Perrin et de Sinayoko. 3e exemple ici, on va chercher plus long ici, puisque Rowe, il est dans une situation où il est prêt à sortir ici, mais derrière, vous avez le piston qui demande le ballon, et surtout, plus haut sur le terrain, Perrin qui se met entre deux en fait, entre le latéral marseillais qui était Merlin et Højbjerg, et du coup, on est dans une situation où on a de l'espace pour le piston qui peut ensuite se retourner, jouer vers l'avant, etc. Et quand Marseille arrivait à resserrer beaucoup sur les pistons, arrivait à essayer de les enfermer, Auxerre s'embarrassait pas et Auxerre sautait une ligne, essayait de passer par-dessus et ça allait chercher par exemple Sinayoko directement en profondeur. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le premier but et ça avait beaucoup ciblé justement sur le jeu long, on a beaucoup ciblé la zone de Brassier. On l'imaginait peut-être plus fébrile que Balerdi. Ça s'est avéré vrai, vous le savez très bien, avec l'ouverture du score en faveur de l'AJ Auxerre. Voilà. Ensuite, à la perte de balle, les Marseillais n'ont pas forcément été les plus performants pour récupérer des ballons hauts sur le plan de la transition défensive et sur le plan du marquage préventif surtout. Ça a été assez défaillant, il y a eu des duels perdus, des joueurs comme Perrin, des joueurs comme Mensah, des joueurs comme Ahmed Traoré qui ont réussi beaucoup de progression balle au pied. Là, vous le voyez pour Sinayoko, pour Traoré, pour Mensah et pour Perrin. Et surtout, les dribbles réussis. Vous le voyez ici. Attendez. Vous le voyez là. Les dribbles réussis. 4, 3 et 3 pour Perrin. 4 pour Traoré, 3 pour Mensah, 3 pour Perrin. Sur 6, 3 et 4 tentés, à eux 3, c'est quasiment tous les dribbles là, de la JOCR. Et ils n'ont pas eu peur justement de tenter d'attaquer leur vis-à-vis, d'attaquer des Lirola, d'attaquer des Merlin, d'attaquer même des Greenwood pour Mensah qui lui met un crochet notamment en première mi-temps qui lui a fait un petit peu mal. Donc voilà, ça, pas froid aux yeux côté Auxerrois et on a réussi à se sortir du pressing marseillais sans trop de difficultés en profitant aussi de Marseillais en retard pour aller au tampon et au marquage préventif. Bon, ça c'était pour la partie défensive, on va dire, de Marseille. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui les a empêchés, on va dire, d'étouffer la JOCR? Mais donc, on va surtout s'intéresser à ce qui s'est passé avec le ballon. Et comme c'est annoncé dans le titre du stream, ce qui s'est passé dans les yeux de Pierre-Emile Højbjerg. Et donc, Pierre-Emile Højbjerg, je pense que vous voyez où il est. Il est là. Notre très cher, hein, moi j'aime beaucoup, joueur danois. Et en fait, il a passé le plus clair de son temps, le plus clair de son match, en tout cas le plus clair de sa première mi-temps, à indiquer où se situait le jeu à ses coéquipiers. Donc là, vous voyez, Brassier, il est en possession du ballon. Højbjerg, il tend le bras. Alors, qu'est-ce qu'il indique à Brassier? Et c'est ce qu'on va faire à chaque fois, en fait. Qu'est-ce qu'il lui indique? Il lui indique, par exemple, que là, il y a une ouverture directe. Vu qu'en fait, côté Auxerrois, donc il y avait très souvent un espace qui s'ouvrait entre
les deux intérieurs de la JO. Donc cet espace-là, entre Danois et Owusu. Et l'idée, du côté des défenseurs marseillais, c'était de réussir à trouver des joueurs dans cet intervalle-là. Là, par exemple, je pense que Pierre-Emile Højbjerg, il indique d'aller chercher Neil Maupay, parce que là, vous voyez que lui, il est bloqué et il est isolé par Sinayoko. Ça, c'était le travail de Sinayoko, c'était de réussir à couper la relation vers Højbjerg et empêcher les défenseurs de toucher facilement Højbjerg. Mais du coup, ça ouvrait d'autres espaces, par exemple celui-là, parce que Sinayoko, il ne ferme pas, par exemple, la ligne. Il pourrait aussi fermer la ligne de passe direct vers Maupay, et ça laisserait ouvert vers Højbjerg. Là, c'est pas le cas. Donc, à partir du moment où Sinayoko ferme la ligne vers Højbjerg, ça ouvre une ligne, et là, c'est celle vers Maupay, puisque ici, on est là, et là, Danois, il est un petit peu en retard pour venir fermer cet intervalle-là. Mais c'est vrai que Maupay, là-dessus, Kiko, il n'est pas forcément prêt à recevoir. Mais toujours est-il qu'on va avancer un petit peu. Et on arrive on est un peu plus tard dans l'action. Et là, je vous conseille, on a du champ qui s'est ouvert pour Balerdi, qui peut avancer avec le ballon. Et là, à nouveau, on va regarder Højbjerg, qui demande une passe, probablement ici, pour essayer de prendre à contre-pied le bloc auxerrois. Parce que là, on a Danois qui coulisse vers là. L'idée, et Owusu qui est loin. L'idée, c'est d'essayer de trouver Maupay, qui ensuite va remiser pour Højbjerg face au jeu, qui va pouvoir ensuite envoyer là où il veut. Et ça, c'est souvent ce genre de situation que Marseille n'a pas joué ou refusé de jouer. Là, Balerdi, il peut faire cette passe-là, indiquée par Højbjerg, mais il peut aussi s'engager plus. Moi, de mon point de vue, quand j'ai revu le match et que j'ai vu l'action pour la deuxième fois, je me suis dit, là, Balerdi, il doit s'engager plus. Mais même, il doit pousser. Quitte à ce que Højbjerg, si Balerdi pousse, il change de trajectoire et il recule un petit peu pour aller couvrir. Et là, Balerdi peut s'engager. Vous avez Greenwood qui est sur l'aile, vous avez Lirola qui est là, vous avez Rabiot, et là, vous avez du champ, parce que là, hors champ, à droite, vous n'avez que Mensah, côté AJA. Donc, il y aurait vraiment un surnombre à créer si Balerdi s'engageait. Problème sur cette situation, c'est qu'elle va s'arrêter ici, donc juste après, on revient, il a fait 5-6 mètres de plus avec le ballon. Tout ça pour faire une passe latérale vers Greenwood, qui finalement met quasiment fin à l'action là-dessus. Donc voilà pour cette première séquence qui part de Pierre-Emile Højbjerg. On enchaîne, séquence suivante. Un autre geste que Højbjerg a beaucoup fait dans ce match, c'est ici, il va demander à ses défenseurs d'avancer vers lui, d'avancer, et d'aller fixer, de se rapprocher en fait. Chose que les défenseurs vont pas forcément faire, puisque si on avance un petit peu, là, Balerdi n'avance pas, mais Balerdi a une solution. Je pense que vous la voyez, c'est Adrien Rabiot ici. Et là, il y aurait une vraie possibilité pour Rabiot, et c'est quelque chose qu'on n'a pas assez vu côté marseillais. Vous savez, Deserbi, il aime beaucoup. C'est pour ça qu'il aligne un relayeur droitier à gauche et un relayeur gaucher à droite. C'est que dans ces situations-là, Balerdi va trouver Rabiot, et Rabiot, il va être touché normalement sur son pied gauche, et il doit pouvoir enchaîner, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir trouver soit Maupay, soit Luis Enrique, soit, si j'exagère, aller chercher Rowe, et bref, lancer une combinaison, on va dire un petit peu en escalier, vers le but adverse. Le problème sur cette séquence-là, c'est que Balerdi, il fait sa passe, et ce qui se passe juste après, c'est que Rabiot, il lui rend du droit, sans prise d'info, sans rien, alors que, comme vous le voyez, il y a des joueurs qui auraient été prêts à recevoir soit dans les pieds pour Maupay, soit probablement dans l'espace pour Luis Enrique. Et là, vous avez Luis Enrique qui se retrouve face à deux joueurs de la JOCR, et Rowe qui peut faire un appel, ou Maupay qui peut faire un appel en profondeur. Et là, il y aurait une situation quand même intéressante, tuée dans l'œuf, parce que mauvaise réception du ballon, mauvaise orientation de Rabiot, qui n'a peut-être pas enregistré encore ce pourquoi il est installé à cet endroit-là du terrain. Séquence suivante, on est un peu plus bas sur le terrain. On voit la ligne de 5 de la JOCR, qui est quand même plutôt haute, on va pas se le cacher. Vous avez du champ pour Pierre-Emile Højbjerg, qui est en possession du ballon ici. Pierre-Emile, il va nous faire à nouveau un deuxième petit signe. Là, je le mime à nouveau, il fait
Attendez, vous ne voyez pas. Il fait ce signe-là. Par-dessus, évidemment. Donc là, ce qu'il attend, évidemment, c'est de la profondeur. C'est des appels. C'est des joueurs qui, au niveau de la ligne offensive, vont bouger, vont offrir des solutions et vont essayer d'aller dans le dos de cette défense qui est quand même très haute. Il n'y a pas de pression sur le porteur. La défense est haute. Évidemment, on joue par-dessus. Il faut bouger. Le problème, c'est que ça bouge pas vraiment. Il n'y a pas d'appel tranchant. Vous avez Luis Enrique qui fait une petite course vers l'avant, mais c'est quand même très timide. Il part de là, il arrive là, quoi. Donc, du coup, pas forcément d'option pour jouer. Même si là, il y en aurait peut-être une qui s'ouvre pour Højbjerg. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est trouver Mopé qui ensuite peut trouver Luis Enrique soit dans les pieds, soit dans l'espace. Donc là, on a Højbjerg qui aurait cette possibilité de jouer là. Il va pas le faire, la balle va partir dans les pieds de Balerdi. Et donc, nouvelle opportunité manquée, tout ça parce que sur cette séquence-là, alors qu'il le demande, le petit ballon par-dessus, il n'y a pas d'appel, donc pas d'appel, pas de jeu long. Séquence suivante, on enchaîne, on arrive dans les pieds de Balerdi. Et là, c'est la même situation. On a Balerdi qui va avoir du champ pour avancer. Et là, pareil, ça va manquer de profondeur. Et d'ailleurs, vous voyez à nouveau un geste de Højbjerg. Il fait signe à Balerdi d'avancer, d'aller fixer, tout simplement. Et de rentrer dans le camp auxerrois. Là, Balerdi, il va avancer, il va attendre un appel qui ne va pas venir à nouveau sur la ligne offensive. Greenwood, il est stoppé, il attend la balle au large d'ailleurs. Mopé, et finalement, Balerdi va quand même réussir une passe compliquée pour Rabiot. Mais dans cette situation-là, il n'y aura pas d'enchaînement vers l'avant côté marseillais. Et oui, Olsen en deuxième mi-temps, en effet, côté Marseille, il y a eu plus d'appels en profondeur de ce genre-là. Et c'est vrai que ça a manqué sur la première mi-temps. Séquence suivante. On est toujours dans les pieds, avec le ballon dans les pieds de Balerdi. Et on va à nouveau se pencher sur ce que raconte Højbjerg avec ses gestes ici. Donc là, il encourage à nouveau Balerdi à avancer. Donc ça, c'est la première image. Deuxième image. Il prend l'info sur ce qui se passe devant lui. Vous voyez, il a la tête tournée. Vous avez un Mopé qui est dans les starting blocks, sans doute, pour décrocher. Et là, séquence suivante. On est quasiment une image après. Là, ça y est. Il commence à s'énerver. C'est-à-dire là, il tend les bras et il se demande pourquoi. Pourquoi, tout simplement, Balerdi ne tente pas cette passe-là. Tout ça pourquoi ? Parce que sur cette situation-là, Højbjerg, il est intouchable du fait de la position de Sinayoko. Mais si on a Balerdi qui trouve Mopé et Mopé qui remet sur Højbjerg, là Højbjerg il est face au jeu et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut partir vraiment sur l'aile droite, sur l'aile gauche, ça peut partir en profondeur, ça peut partir dans plein de situations possibles. Donc ça, c'est typiquement une situation que Marseille et que Højbjerg veut, c'est-à-dire réussir à ce que Balerdi touche Mopé pour qu'il lui remette le ballon et que Højbjerg se retrouve face au jeu, puisque c'est le seul moyen de le toucher et le seul moyen qu'il soit influent, puisque la passe directe, là, elle est impossible. Et comme je vous disais, il y a toujours cet intervalle-là entre les deux centraux de la JOCR qui est attaquable pour les relanceurs marseillais. Et donc là, c'est relation Balerdi-Mopé, Mopé vers Højbjerg. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur celle-là ? Il va bien, Balerdi, donner le ballon à Mopé, et là, le problème, c'est que la remise de Mopé ne va pas aller sur Højbjerg, alors que le mouvement démarre. Vous avez un Luis Enrique qui est prêt à partir à attaquer la profondeur. Donc là, il y a un mouvement qu'on peut imaginer travailler. L'appui, remise, profondeur. Vous avez aussi, c'est Rabiot qui est là. Non, c'est Lirola qui est à l'intérieur, qui pourrait lui aussi partir dans l'espace. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Et le problème ici, c'est que la remise de Mopé, elle va pas être faite vers Højbjerg. La remise de Mopé, elle va revenir sur Balerdi, tout simplement. Du coup, il n'y aura pas de suite à cette action. Voilà. Séquence suivante, où on retrouve déjà un Højbjerg qui est en position d'attente, de prise de décision. Et à nouveau, vous voyez cet intervalle. Vous avez un milieu auxerrois qui est là, attiré par Luis Enrique. Le deuxième milieu auxerrois qui est un peu loin. Et du coup, la ligne directe qui est ouverte, c'est on part de Brassier et on peut trouver Neal Mopé, à nouveau, entre les deux milieux de terrain de la JOCR. Malheureusement, là-dessus, comment ça s'enchaîne, comment ça continue. Donc là, il n'y a pas de suite à l'action, mais c'est juste une nouvelle opportunité ratée, en fait, de trouver Neal Mopé.
Et sachant que trouver Neil Maupay, c'est toujours l'opportunité derrière de retrouver Pierre-Emile Højbjerg face au jeu. Mr. Penguin, Maupay a l'air quand même assez passif sur toutes ces images. Alors, il déclenche assez rapidement quand même quand il décide de décrocher. Le problème de Maupay sur cette première mi-temps, c'est que quand il a été trouvé dans l'intervalle entre les lignes, ses remises ont quasiment toutes été ratées. Donc il n'a pas non plus fait un bon match. Hein, c'est des opportunités ratées pour Marseille, mais rien ne dit que si Maupay avait touché plus de ballons, il aurait apporté, parce que c'est vrai que les quelques ballons qu'il a touchés, les enchaînements n'ont pas été très clairs ensuite. Séquence suivante, on a une équipe de Marseille qui ressort du côté droit. La balle revient sur Balerdi, et là à nouveau, vous voyez, Sinayoko sort vers Balerdi, et du coup il y a une opportunité, il y a une option qui s'ouvre. Ici pour Balerdi, ce serait de jouer sur Rabiot. Vous voyez qui, lui, pour reprendre ce que tu disais, Mr. Ping, est actif là, il est en train de décrocher. Et Rabiot, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait justement jouer sur Højbjerg. Et le problème là de Balerdi, c'est qu'il va pas du tout prendre cette décision-là. Il va préférer jouer latéralement vers Brassier. Et du coup, fin de la situation. Et on peut passer déjà à la suivante, où on est à peu près dans la même situation. Cette fois-ci, on sort d'une touche, il me semble, sur le côté gauche. Et là, à nouveau, vous voyez Pierre-Emile Højbjerg, avec le signe universel de « viens fixer, avance ». Donc là, il encourage Balerdi à aller fixer, et en attendant qu'une solution s'offre à lui. Le problème de Balerdi, le problème de Brassier sur cette séquence, c'est que au lieu de s'orienter, d'aller fixer et de donner par exemple le ballon à Balerdi ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réorienter côté fermé. Et là on a premier signe particulier d'énervement de Højbjerg. On est aux alentours de la demi-heure de jeu à ce moment-là. Donc voilà. On continue. Où là on a une nouvelle situation où Balerdi avance enfin. Vous avez le petit geste de Højbjerg, ici, qui indique à nouveau que y a une passe qui va être possible. Pour l'instant, elle l'est pas, parce que Owusu est sur le ballon, mais Owusu, en fait, il est attiré par Rabiot, donc ça ouvre à nouveau l'intervalle entre les deux milieux de la JOCR. Et là, cette fois-ci, en réalité, là, la passe de Balerdi va arriver à Maupay, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, là c'est Maupay qui fait une très mauvaise remise, et la balle qui va être perdue, c'est-à-dire au moment où la balle lui arrive dans les pieds, ça rebondit, enfin ça part en l'air, ça part en cloche, etc. Et du coup le ballon est inexploitable derrière pour les Marseillais, et surtout pour Højbjerg face au jeu. Donc pas d'action là-dessus. Et enfin on arrive au petit chef-d'œuvre de la partie, quand même, c'est le deuxième but de la JOCR. Donc on part de là, la balle est dans les pieds de Balerdi, et vous voyez déjà la ligne directe qui est ouverte. Hein. Là, il n'y a personne qui empêche Balerdi de faire cette passe côté JOCR. Et d'ailleurs, vous avez Højbjerg qui a déjà la tête tournée sur ce qui se passe devant lui, et qui va tout simplement inviter, voilà, Balerdi à faire cette passe à l'intérieur vers Maupay. Ça va être d'autant plus intéressant de faire cette passe que, si vous prenez la séquence suivante, là, vous avez eu la petite course d'Adrien Rabiot, ici, qui fait reculer le central, qui jusqu'ici est chargé de marquer Neil Maupay et de le suivre dans ses décrochages. Je crois que c'était Raveloson qui était dans cette position-là. Donc avec cette course de Rabiot, vous voyez, là, lui, il est éliminé déjà. Si Maupay décroche, il pourra pas réagir là, à ce moment-là. C'est trop tard. Et là, sur cette situation, la passe, elle doit vraiment se faire. Ça devient de plus en plus urgent de la faire. C'est pas ce qui va se passer, puisque Balerdi va avancer. Donc, vous voyez que, évidemment, là, c'est screen image par image. Donc, c'est plus long. En vérité, c'est assez court comme situation. Mais là, vous voyez que Højbjerg, ça fait déjà quelques screens, qu'il a la main levée, qu'il attend que cette passe soit faite. Là, vous avez même Maupay qui se met en action pour décrocher. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Balerdi, il va faire une passe, non pas à l'intérieur, mais une passe vers l'extérieur, vers Greenwood. Passe qui va être très bien anticipée, très bien lue par Mensah, qui sort très vite sur le porteur, qui intercepte.
Et derrière, c'est la transition qui mène au deuxième but. Donc vous imaginez que si on remonte, on avait vraiment les conditions qui étaient créées pour que Marseille trouve Maupay dans des situations idéales. Parce que jusqu'ici, comme vous le disiez, il y a des séquences où c'était pas clair pour trouver Maupay. Il n'y avait pas forcément... En tout cas, il y avait un défenseur qui pouvait sortir aussi vite que Maupay allait décrocher. Même s'il allait être dans la réaction du décrochage de Maupay. Là, en plus, on a un facteur supplémentaire qui crée de l'espace, et ça sera intéressant à voir si Marseille recrée ces conditions par la suite, c'est cet appel de Rabiot qui fait un petit peu reculer le défenseur chargé du marquage de Maupay, et qui du coup rend cette passe de Balerdi encore plus importante et encore plus évidente, j'ai envie de dire. Et malheureusement, Balerdi, il va pas oser la passe, la balle par côté, comme je le disais, anticipation, interception de Mensah, et là derrière... On peut évoquer la transition défensive marseillaise sur ce contre, où là donc Mensah récupère. Et évidemment, vu que la balle a été perdue par Balerdi, il n'y a plus forcément beaucoup de protection derrière. Alors comment est-ce qu'on peut protéger la moitié de terrain ? Évidemment, quand on a bouffé beaucoup de matchs du Barça ces derniers temps, on va commencer à regarder la ligne de hors-jeu et surtout la ligne médiane. Parce que là, par exemple, si on prend des réflexes de joueurs, des joueurs du Barça, ce que fait Brassier là, par exemple, si on prend l'alignement du Barça de Flick, côté Barça, Brassier, il se serait arrêté à la médiane, par exemple. Il serait jamais rentré dans sa moitié de terrain. C'est un premier coup, ça aurait mis probablement Sinayoko hors jeu là-dessus. Donc ça c'est un premier truc. Ensuite ici, pareil, alors là Traoré a la tête levée, mais le temps qu'il réussisse à conduire son ballon, etc., c'est là généralement où côté barcelonais, on va essayer d'avancer et de recréer la ligne le plus haut possible pour mettre hors jeu ici un mec comme Sinayoko. Et là finalement Sinayoko va faire un très bon appel ici, puisqu'il va pas partir bêtement en profondeur. Il va, on va faire comme ça rapidement. Voilà, il va jouer avec le positionnement de Balerdi et il va être lancé dans le bon tempo par Traoré. Et derrière, vous avez Gaëtan Perrin qui va conclure l'action et permettre à ce moment-là à la GIA de faire le break. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter. J'espère que ça a été clair, mais c'est vrai que regarder la mi-temps de Højbjerg, c'est comprendre rapidement tout ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille sur ce match, parce que c'est quand même un joueur qui a très vite compris ce que voulait De Zerbi. C'est un joueur qui est quand même dans le cerveau. Même sur les premiers matchs de la saison, il était déjà très, très efficace dans la lecture du jeu. Il voyait tout avant les autres. Et là, en fait, il voyait tout avant les autres. Malheureusement, les autres, soit ne suivaient pas ses conseils, soit ils ne voyaient pas la même chose que lui. Et c'est vrai que sur la partie... sur le deuxième but de la JOCR, c'est le plus évident, parce que comme on en avait parlé, comme vous l'avez souligné d'ailleurs dans le chat, il y a certaines séquences où il aimerait une passe intérieure vers Maupay, mais comme vous le disiez, Maupay, on n'avait pas l'impression qu'il était forcément très prêt à la recevoir, à décrocher, etc. Mais cette dernière séquence-là, où en plus de l'ouverture entre les deux milieux centraux de la JOCR, vous avez cet appel d'Adrien Rabiot qui fait reculer la défense un petit peu, et qui là, au moment où Rabiot fait son appel, en réalité, ça devrait déclencher aussi le décrochage de Maupay et du coup la passe de Balerdi. Ces trois choses devraient se suivre, voire être quasiment concomitantes. Et si c'était le cas, là, vous auriez une situation qui serait intéressante, parce qu'après, Maupay de haut jeu peut remettre, par exemple, sur Højbjerg face au jeu, et derrière, ça peut partir à gauche, ça peut partir à droite, comme je le disais tout à l'heure, etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais raconter sur ce Marseille-Auxerre, et sur ce qui s'est passé dans les yeux ou dans la tête de Pierre-Emile Højbjerg sur la première mi-temps. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas non plus de me retrouver sur Twitch 2 à 3 fois par semaine. L'adresse s'affiche en bas de l'écran, mais je vais la donner quand même. twitch.tv/flotonuti. Rendez-vous là-bas pour échanger en direct. Ciao!